Radio Espace, Espace Expression. Votre actualité vue avec des spécialistes maison. Tamba Zakari Milimouno. Espace Expression sur Radio Espace, merci d'être avec nous. Merci également à ceux qui viennent de nous prendre en marche. On s'intéresse ce matin à l'agriculture. Notre invité dans ce studio, nous joindrons bien d'autres et vous le savez, vous avez la possibilité d'interagir avec le hashtag EspaceX. Et justement, on a quelques réactions qu'on va vous lire rapidement avant de continuer avec notre invité. La première réaction, c'est de Mamadou Seydou, le patriote. Bonjour Maf et bonjour à toute l'équipe. Je suis estomaqué de voir certains Guinéens qui font une fête parce que tout simplement le carburant est augmenté. Où est le patriotisme dans tout ça? C'est juste pathétique. Karamoko Kourouma, bonjour Maf, l'heure est grave. Le ridicule, c'est quand un groupe pense que son parti ferait mieux s'il était au pouvoir. Pour un groupe aujourd'hui, la hausse du prix du carburant est une victoire politique. Il s'en moque, mais c'est dommage. Boubacar Seléa Bedjalo, l'agriculture étant le baromètre d'un développement harmonieux, devrait être l'activité phare pour nous. Fort malheureusement qu'avec tout le monde, tout ce dont nous disposons, le gouvernement n'encourage pas le peu des jeunes qui s'y engagent. Aucun engagement ni accompagnement. Youssef Kaba, le gouvernement a procédé à cette hausse du prix du carburant de plus de 22% sans jauger son incidence sur les autres secteurs. Les tarifs qu'il a annoncés ne seront jamais appliqués par les transporteurs et les usagers n'auront d'autre choix que de s'en accommoder. Habib So, salut Maf, je me demande que veut l'État dans ce pays et c'est quoi le projet? Comment peuvent-ils augmenter le prix des produits pétroliers et dire aux autres de ne pas augmenter le prix de transport? Mais c'est une décision irréfléchie, inimaginable et contestable. On y va avec Ibrahima Souri Kouyaté. Le problème ne vient pas des transporteurs, mais de toute la chaîne de l'État. On ne peut que constater l'impuissance des autorités devant le méli-mélo généralisé. Maintenant, ce n'est plus État contre citoyen, mais citoyen contre conducteur. Et on termine avec Macky Dar es Salaam. Bonjour, notre gouvernement est sans pitié. Ils vont nous faire payer la facture du troisième mandat. Et ceux qui avaient pensé que si le FNDC échoue, ça sera l'échec du FNDC, aujourd'hui vont se rendre compte que les conséquences sont pour tout le monde. Signé donc Macky Dar es Salaam. C'est donc quelques réactions qu'on pouvait lire pour vous. Et avant la pause, nous sommes jeudi thématique et vous le savez, on s'intéresse à un sujet donné. Ce matin, on s'intéresse à l'agriculture dans le volet autosuffisance alimentaire. On sait que le sujet est assez vaste. Eh bien, on s'intéresse à cela. Il y a cette analyse, il y a cette analyse globale de la vulnérabilité, de la sécurité alimentaire et de la nutrition de 2018 en Guinée, qui a révélé que si l'agriculture emploie 51% de la population active du pays, elle ne contribue qu'à 16,9% du PIB, tandis que le secteur des mines, qui emploie 2% de la population, compte pour 15%. Pourtant, la Guinée a des potentialités. Qu'est-ce qui ne marche pas? Depuis le début, donc, notre invité qui est là et avec qui on va continuer, il s'agit de Mamadouba Camara à la pause. Donc, on l'écoutait Théophile pour la question. Alors, justement, avant la pause, on était en train d'écouter des explications par rapport à notre agriculture. C'est vrai, on a compris donc ce type d'aménagement. Ça veut dire qu'on a beaucoup de terre, mais c'est pas tout pour l'instant qui peut être aménageable. Mais justement, vous le disiez tantôt, il y a quand même des productions ou de l'agriculture qui est en train d'être faite. Notamment, vous disiez qu'il y a Matoto, il y a des fruits. Mais par rapport à ce qui est en train d'être fait, les produits qui sont en train d'être faits, est-ce que ce sont des produits de qualité que nous faisons ici en Guinée? Ces produits qu'on a la possibilité de faire, même si ce n'est pas beaucoup, est-ce que ce sont des produits de qualité? Est-ce que on a des ressources, même uniquement pour ces petits produits, bien que pas grands, qu'on a la possibilité de produire? Merci par rapport à cette question. Je le disais tantôt que dans le micro, la fonction régalienne de l'État au niveau de l'agriculture, c'est les infrastructures. J'ai parlé tantôt des infrastructures de base de production, c'est-à-dire les aménagements qui permettent aux gens de produire en toute saison. Il y a des infrastructures de commercialisation. Je veux parler des routes, les pistes rurales. Tant que nous ne parvenons pas à joindre le producteur et le consommateur, cela va porter préjudice à la qualité des produits. Je m'en vais vous dire que nous produisons effectivement. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous avons 30% de pertes
post-récolte avec les céréales. Je veux parler du riz, je veux parler du maïs, je veux parler du sorgho, du fonio, etc. Nous avons 30% de pertes après récolte. En Guinée, ça c'est en Afrique en général, en Guinée, les documents officiels parlent de 22% de pertes. Au niveau des tubercules et des racines, nous avons 50% de pertes après récolte. D'accord. Dû aux infrastructures qui ne sont pas bonnes et nous n'avons pas des infrastructures de conditionnement, nous n'avons pas des infrastructures qui permettent la conservation également. En témoigne les dames au marché de la tannerie ici. Voilà. Avant de continuer avec vous, M. Camara, nous allons rejoindre notre autre invité du côté de Zérékoré. Il s'agit de Mamadou Saliou Camara. Lui, il est spécialiste en sécurité alimentaire, coordinateur général de la plateforme citoyenne Mouvement pour l'engagement et le réveil citoyen, donc activiste de la société civile ouest-africaine. Bonjour, M. Camara. Bonjour, madame. Alors, vous êtes basé à Zérékoré et vous êtes spécialiste en sécurité alimentaire. Nous abordons cette question aujourd'hui. Et la question qui revient généralement, c'est la Guinée avec toutes ses potentialités. Pourquoi ne parvient-elle pas à s'engager et pour qu'on puisse atteindre cette autosuffisance? Moi, je préférerais plutôt qu'on revienne un peu sur le concept de sécurité alimentaire, parce que la question peut se poser, c'est quoi le concept même? Bon, en fait, merci beaucoup. Je voudrais, à l'entame de mon intervention, d'abord saluer les millions d'auditeurs de la radio Espace Guinée qui nous suivent en direct. Et votre thématique est vraiment une préoccupation nationale, voire même sous-régionale et internationale aujourd'hui. Le concept, pour définir le concept, je vais m'en passer vraiment de la théorie, mais voici les éléments que compose la sécurité alimentaire. Pour parler de la sécurité alimentaire, il faut d'abord parler de la disponibilité. Parler de la sécurité alimentaire, c'est aussi parler de l'accessibilité. Parler de la sécurité alimentaire, c'est parler aussi de la qualité. Parler de la sécurité alimentaire, c'est parler vraiment du prix, pour que le prix soit vraiment abordable. Sauf qu'aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas cette qualité sur le marché. Les produits qui sont sur le marché, il n'y a pas la qualité. Même si aujourd'hui, tous se félicitent pour dire que vraiment que ça est là en quantité suffisante. Mais malheureusement, la qualité n'y est pas. Et l'accessibilité aussi. Aujourd'hui, si nous partons sur le marché des Zérékoré, le riz qui était vendu la mesure à 5 000, 3 mois après, de nos jours, c'est négocié entre 8 000 et 8 500 francs. Donc, on ne peut pas parler vraiment de l'autosuffisance alimentaire dans ce sens. Alors, moi, je vais aller... parlant de qualité, je vais vous demander une petite comparaison. Est-ce qu'aujourd'hui, il est prudent, ou si on peut dire il est plus prudent de consommer du riz importé que du riz produit à Zérékoré, par exemple? Bon, moi, je ne pourrais pas encourager vraiment l'importation du riz, parce qu'on ne sait pas comment les riz importés ont été produits, mais ce qui est produit au niveau localement, c'est ce qui doit être encouragé. Sauf qu'aujourd'hui encore, c'est que même au niveau de la région forestière, où les sols sont très fertiles, aujourd'hui les gens continuent à utiliser les engrais chimiques, les biopesticides et les pesticides chimiques. Donc tout ça ne favorise pas à avoir vraiment du riz de bonne qualité. Monsieur Camara, au-delà du riz, la région forestière est connue pour les bananes plantains. Mais les qualités de bananes qu'on reçoit désormais sur le marché de Conakry ne ressemblent pas du tout aux bananes plantains qu'on a connues avant. C'est plutôt en train de converger vers le manioc, tellement c'est dur. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que les producteurs sont en train de détruire leur marché ou leur production en utilisant ces produits chimiques comme engrais? Je suis tout à fait d'accord avec vous, parce que même moi, la banane plantain que j'ai achetée avant-hier, on a préparé, on n'a pas pu conserver. Alors que dans les temps, c'est comme tout cultiver, ce qu'on achetait localement sur le marché, on pouvait le conserver 2 jours, 3 jours. Qu'est-ce qui fait ça? C'est parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu une étude préalable de la qualité du sol. Et aujourd'hui, l'État et d'autres partenaires sont en train vraiment d'encourager l'importation des engrais chimiques, les pesticides chimiques,
que les gens sont vraiment en train d'utiliser sans connaître vraiment le dosage qu'il faut utiliser et les conséquences qui sont liées aussi à leur utilisation. Alors, M. Camara, ma question pour vous, c'est de savoir, à l'arrivée du président Alpha Condé, il y a eu plus de 37 millions de dollars d'investissement dans le secteur agricole et on ne cesse tout le temps, il ne cesse d'encourager les investisseurs à venir investir dans le secteur agricole en Guinée. Qu'est-ce qui pourrait donc expliquer que malgré tous ces investissements-là et cette volonté politique de développer le secteur agricole, qu'on ait encore du mal à s'en sortir? Bon, moi je ne dirais pas, par rapport à votre préoccupation, je ne dirais pas qu'il n'y a pas eu une étude préalable. Peut-être même s'il y en a eu, je n'ai pas vu le rapport. Mais le constat sur le marché est que la plupart des intrants qui sont importés, c'est-à-dire le budget alloué, sont utilisés dans l'achat des engrais chimiques et aussi les engins. Or, il y a des techniques qu'on a l'habitude de le faire, qu'on pouvait vraiment valoriser. Aujourd'hui, quand on parle de l'agroécologie, par exemple, l'agroécologie paysanne, c'est une pratique aujourd'hui qui ne coûte pas cher et qu'on peut vraiment valoriser, qui peut même nous permettre, c'est-à-dire l'argent même qui est utilisé dans l'importation des engrais, on peut vraiment utiliser dans l'assainissement. Et l'assainissement, les déchets là, peuvent être transformés en compost qui peut être utilisé dans l'agriculture. Donc l'avantage de ça, c'est qu'on va assainir nos villes, ça va réduire les maladies, ça va créer de l'emploi et on aura aussi des produits de qualité. Mais aujourd'hui, avec l'importation des produits chimiques et l'utilisation des produits chimiques aujourd'hui dans l'agriculture cause assez de dégâts parce que les multinationales qui fabriquent ces produits chimiques aujourd'hui, c'est eux aussi qui fabriquent les médicaments. Donc du coup, quand ils produisent, ils importent au niveau de l'Afrique, c'est ce que nous utilisons sans connaître tous les contours et pourtours liés à l'utilisation de ça. Et aujourd'hui, c'est pourquoi il y a les maladies, on parle de l'hypertension, on parle d'un paysan qui a l'hypertension aujourd'hui, qui est diabétique, ainsi de suite. Avant, ces maladies-là, c'était la maladie des riches, parce que c'est eux qui mangeaient des trucs de conserve. Mais de nos jours, c'est les paysans même qui sont atteints de cette maladie. Et aujourd'hui, encore, l'utilisation de ces produits chimiques contribue à la destruction des cours d'eau. Aujourd'hui, contribue... Monsieur oui. Oui, alors par rapport aux chiffres, vous qui êtes dans la région de Zérekoré, tout à l'heure vous parliez de la production, de ce qui était suffisant ou pas. C'est quoi la capacité de production actuellement? C'est quoi le manque à gagner actuellement? J'ai pas bien compris. La capacité de production dans la région forestière aujourd'hui, par exemple. Dites-nous, est-ce que vous avez des chiffres quant à ce qui est produit et ce qui pourrait être produit de ce côté? Bon, en fait, je n'ai pas les chiffres en tête parce que je suis en train de voyager. Je n'ai pas les chiffres en tête. Mais tout ce que je pourrais dire, c'est qu'au niveau de la région forestière, c'est qu'il y a la disponibilité vraiment des terres. Il y a la disponibilité de l'eau. Il y a la disponibilité des matières organiques, c'est-à-dire les recettes locales. Tout ça sont favorables à une agriculture vraiment de qualité, saine et favorable aussi à la cohabitation pacifique, bien sûr. Est-ce que ça veut dire, avec tout ce que vous venez de citer, il y a l'eau, il y a tout est mis en place pour pouvoir évoluer. Est-ce que ça veut dire que s'il y a des routes, s'il y a des infrastructures, si avec tous ces atouts que nous avons, tout est mis en place, est-ce que la région forestière à elle seule pourrait quand même énormément... D'abord, est-ce qu'elle pourrait s'autosuffire là-bas, en région forestière, et est-ce qu'elle pourrait éventuellement nourrir une grande partie de la population guinéenne? Moi, je dirais d'abord à votre question que la région forestière, si tous les dispositifs, les mécanismes sont mis en place, la région, elle seule peut nourrir une bonne partie de l'Afrique de l'Ouest. On ne parle même pas de la Guinée forestière et de la Guinée, mais une bonne partie de la sous-région. La Guinée pourra vraiment importer le riz. D'accord. Pour une dernière question, Daouda. Oui. Alors, concrètement aujourd'hui, quand eux-mêmes ils font puisqu'on parle avec vous de la sécurité alimentaire, au-delà de Nzérékoré, la République de Guinée aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler vraiment de l'insuffisance alimentaire dans notre pays?
Allô, vous nous recevez? Oui, allez-y. Non, je vous reçois faiblement. Ok. Si vous pouvez parler un peu plus fort. Allez-y, Daouda. Je disais, est-ce qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on entend, on peut classer la Guinée parmi les pays insuffisamment alimentés? Bah oui. Oui, ça on n'a même pas besoin de trop réfléchir. Aujourd'hui, les gens, il suffit juste de faire un petit tour en ville, vous vous rendez compte que vraiment les ménages, même les paysans producteurs aujourd'hui, n'arrivent pas, leur production ne leur permet pas de couvrir toute l'année. C'est juste 6 mois. Au-delà de 6 mois, ils ne peuvent pas. Et aujourd'hui, les gens ont vraiment du mal à avoir les 3 repas par jour. Donc ça, c'est pas sans commentaire. Alors peut-être une dernière question à présent. Pour la région spécifique de la forêt, dites-nous, est-ce que le besoin, c'est quoi le besoin réel? Dans quoi est-ce qu'on pourrait miser dans l'immédiat pour pouvoir faire bouger les lignes? Spécifiquement pour la région forestière. Pour la région forestière, il faut faire une évaluation des besoins. Ça, c'est la première des choses. Et en faisant l'évaluation des besoins, cela pourrait nous permettre de ressortir un peu les besoins en termes de renforcement des capacités et en termes aussi d'équipement, d'accompagnement en matériel et équipement et en termes aussi de transformation et de conservation des produits agricoles. Donc, il faut absolument faire une évaluation préalable. Merci donc à vous, Monsieur Camara, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, madame. Okay. Au revoir. Nous restons donc avec notre invité ici dans le studio. Alors monsieur Camara, ma question pour vous, c'est de savoir, est-ce qu'on peut expliquer aujourd'hui l'échec, j'appelle l'échec, par rapport à tous les investissements qui sont faits, qu'on a du mal encore à s'en sortir. Est-ce que cela peut s'expliquer par le fait que le modèle économique même choisi par le gouvernement actuel justifie la raison pour laquelle on n'arrive pas? Le premier régime avait été dans le socialiste, d'accord, et le modèle économique, c'est le gouvernement qui faisait tout, qui achetait tout, qui revendait, qui faisait tout. Et à l'arrivée du président Alpha Condé, on ressent la même chose qu'il est dans l'idéologie de la Première République. Est-ce qu'on peut dire que c'est ce modèle socialiste qu'il utilise là? Faire cela réellement. Oui, est-ce que c'est le modèle socialiste qu'il est en train d'utiliser qui fait qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à s'en sortir en fait? Bon, moi je dis que nous ne pouvons pas dire d'emblée du président du premier régime, on tombe carrément dans le troisième régime. Je ne suis pas d'accord. Okay. Le développement est un processus. Quand il est amorcé, il s'amplifie et il s'améliore. Je vous ai dit que la Première République, en termes d'éducation, a formé des ingénieurs au niveau du primaire et du secondaire. N'est-ce pas? Oui. La Deuxième République a formé des gens au niveau du tertiaire. C'est dire que les ressources humaines sont disponibles, mais mal gérées. Point. Par rapport au modèle économique, la Première République, le modèle économique, c'était socialiste. C'est l'État qui produisait, c'est l'État qui commercialisait. N'est-ce pas? Oui. Donc c'est l'État qui évaluait les besoins, c'est l'État qui était responsable de la vie des gens. Donc, le premier régime a investi, Sékou Touré a investi plus de 10% du budget national. 20% en 1975. Oh. Mais il y a eu des ratés. Pourquoi les ratés? Il faut situer ça à 2 niveaux. 1. Les ressources humaines d'alors n'étaient pas préparées par rapport à l'exploitation agricole. C'était des gens l'université qui a déménagé au niveau des villages, c'était des gens qui ont été formés à la hâte au kilomètre 36 pour aller servir de conducteurs. Alors, les ressources humaines n'étaient pas de qualité à pouvoir diriger une exploitation agricole. Ça, une exploitation agricole, c'est une entreprise. Quelle que ce soit l'entreprise socialiste, les les choses que nous avons connues en Union soviétique, que ce soit des entreprises au niveau occidental qu'on connaît aussi, mais c'est une entreprise de toutes les façons. Je ne vais pas développer ça au-delà de ça. Alors, la Deuxième République a investi sur les organisations
le modèle d'organisation de l'économie rurale. Il en a formé des spécialistes. Vous comprenez? Donc la Troisième République est venue, elle devait tirer les leçons des deux trucs, parce que si l'autre a échoué au niveau des ressources humaines et les équipements non adaptés, la Troisième République devrait tirer les leçons, ne pas refaire la même chose. Mais quelle est la situation? Elle a tiré les leçons? Elle n'a pas tiré les leçons surtout, il faut avoir le courage de le dire. Elle n'a pas tiré les leçons parce qu'on a investi au niveau des intrants et des équipements. Ces équipements ne sont pas adaptés. On ne peut pas envoyer une charrue à disque à Koundara. À Koundara, on doit envoyer des chisels. Là, on parle de mécanisation qui fait défaut aussi. C'est-à-dire, non, ce n'est pas la mécanisation qui fait défaut. La mécanisation, c'est un processus. D'accord. C'est la politique envisagée. Moi, je parle de l'équipement agricole. L'équipement qui a été importé, les tracteurs, les charrues, ça ne suffit pas. Ils n'ont pas étudié, ils n'ont pas envoyé les matériaux. Ce ne sont pas les charrues. Ce ne sont pas les charrues qui constituent seulement les machines agricoles. Les machinistes savent de quoi je parle. Oui. Il y a des buteuses, il y a des rotabatteuses, il y a et que sais-je encore. Oui. Plein d'équipements qu'il faut utiliser. On nous avait annoncé. Alors, voilà. Les équipements qui ont été importés, ce sont les équipements composés seulement de charrues, de tracteurs et de charrues. Et ces charrues, les tracteurs-là ne sont pas adaptés à tous nos écosystèmes. Quand vous allez à Gawal, Koundara, là-bas, c'est des sols sablonneux. Donc, ce sont des chisels, des formes de charrues qu'il faut envoyer et non les charrues à disque. On envoie les charrues à disque au niveau de Koubia. On envoie les mêmes équipements, c'est comme une certaine dotation. C'est là où ça a pêché. C'est pas l'importation, c'est pas la mise à disposition de. C'est comment distribuer tout ça selon les besoins. La distribution n'a pas été conforme aux besoins des localités. Okay. Les engrais aussi. Quand tu viens à Kindia, il y a l'ananas, il y a la banane, il y a les produits, il y a les légumes et les fruits. Ceux-ci ont besoin d'engrais spécifiques. D'engrais spécifiques et non le NPK qui a été distribué partout. Les quantités qui sont retrouvées à Koubia étaient là stockées pendant que les gens de Kindia le voulaient. La même chose s'est répercutée au niveau de la Guinée forestière. Alors voilà, c'est là où ça a été pêché. Donc moi je dis que ce n'est pas le modèle économique qui pose problème, mais c'est la stratégie de mise en œuvre de la politique qui pose problème. C'est un problème de personnes. C'est un problème de personnes qui ne savent pas. Aujourd'hui, Monsieur Camara, moi j'ai envie de comprendre. Oui. De la discussion qu'on a eue la dernière fois avec Monsieur Diao et aujourd'hui, l'intervenant et vous ressortez cette question de ressources humaines. Oui. Ce manque d'évaluation. Est-ce qu'aujourd'hui il n'est pas nécessaire que l'école d'agronomie qui peine à sortir à Farana, d'en faire une école nationale d'agriculture pour former non seulement des ingénieurs agronomes, mais aussi permettre le perfectionnement de ceux qui s'orientent vers le secteur agricole? Bon, ça, c'est un aspect qu'il faille voir en profondeur. Je l'ai dit tantôt, quand on a formé des gens destinés à encadrer et qu'on veuille que ceux-ci viennent au niveau du système de production, il faut une adaptation. Ça, c'est notre cas. Quand nous avons affaire à des gens qui ne sont pas du profil agricole, mais qu'on veuille qu'ils viennent faire de l'agriculture, il faut de la formation. Et il faut de la formation spécialisée. Et spécialisée où? Sur l'ensemble de la chaîne des valeurs. Vous avez vu que 3 grands problèmes assaillent notre agriculture. Le manque de productivité, l'accès au marché et la gouvernance. Cette productivité dont on parle, c'est de ça, M. Camara venait de parler tout de suite. Nous ne sommes pas capables de produire en toute saison. Nous ne sommes pas capables de valoriser la terre et l'eau que la nature nous a données. Si nous ne sommes pas capables de valoriser ces choses, comment allons-nous partir? Le travail devrait partir, la réflexion, se poser la question, qu'est-ce qu'on fait de l'eau que nous avons? Qu'est-ce qu'on fait de la terre que nous avons? Qu'est-ce qu'on fait des ressources humaines que nous avons? Donc, une réflexion, une action intelligente, combiner la valeur intrinsèque des gens
et les capacités techniques vont nous donner le résultat positif. Alors, en tant que spécialiste, j'aimerais votre avis sur 2 questions. La première, c'est de savoir que pensez-vous de la subvention que l'État accorde à l'agriculture, au secteur de l'agriculture et surtout aux agriculteurs. Parce que moi, j'ai beaucoup d'amis qui essayent de faire l'agriculture, mais en réalité, ils ne s'en sortent pas. Le plus souvent, à un premier coup, ils échouent. Sauf avec audace, ils repartent encore à zéro pour recommencer. Quel est votre regard sur ça? La deuxième chose, c'est sur l'autosuffisance alimentaire. Est-ce que ça doit être à court, à long ou à moyen terme? Peut-être la dernière question, c'est l'usine des tracteurs, vous savez, que le président avait promis à un moment donné qui devrait venir. Est-ce que c'est parce que ces tracteurs-là, comme vous l'avez dit, ne peuvent pas servir partout? Peut-être que ça n'a pas eu jour jusque-là. Et est-ce que c'était utile d'ailleurs une usine de tracteurs dans un pays comme le nôtre? Bon, la première question, vous disiez que... la subvention que l'État... La subvention, vous parlez de la subvention. Oui. La subvention, elle n'est pas mauvaise en soi. Mais il faut savoir subventionner sur quel segment nous devons subventionner. Entre l'approvisionnement, la production, la transformation, la distribution et la commercialisation, il faut choisir le segment sur lequel on doit pouvoir investir. Vous comprenez? Oui. Donc si nous ne faisons pas attention sur le secteur, sur le segment sur lequel nous devons agir, nous sortons comme ce qui nous est arrivé. On a investi beaucoup d'argent, on a mis sur des segments qui ne seraient pas... sur lesquels il n'était pas nécessaire d'investir. Une piste qu'on a fait, un aménagement qu'on a fait, c'est durable. Hein? Ça dure un moment. Mais de l'engrais qu'on a injecté, c'est dans une production annuelle et ça disparaît avec la production. On ne peut plus revenir là-dessus. Cependant, c'est comme les fonds fixes et les fonds circulants. Les fonds fixes, ça c'est le bâtiment que tu mets. N'est-ce pas? Le fonds circulant, c'est l'usage que tu feras de ce bâtiment. Alors, il en est de même qu'au niveau de l'agriculture. Donc la subvention, il faut savoir là où il faut le mettre. Quand ce n'est pas mis là où il faut le mettre, c'est un échec. Deuxièmement, la deuxième question, sur l'autosuffisance. L'autosuffisance alimentaire est un processus, c'est un idéal. Pour moi, c'est un idéal. Parce que aucun pays ne peut à lui seul produire l'ensemble de ce dont il a besoin. Je n'en connais pas un pays. Même les pays... Mais on peut produire l'essentiel. Mais tu peux être en sécurité. Les États-Unis ne sont pas autosuffisants. Ils ont la sécurité alimentaire. Tu ne peux pas produire. Donc on va dire c'est un concept... C'est un idéal, comme il a dit. Comme je l'ai dit, c'est un idéal. C'est un idéal. On veut y être, mais vous pouvez avoir votre souveraineté alimentaire. Oui. Vous pouvez être en sécurité alimentaire. Comme l'a dit tantôt M. Camara, c'est sur 4 piliers. Il faut produire suffisamment pour pouvoir répondre aux besoins de la population. Ça, c'est la disponibilité. Il y a l'accessibilité. Il faut créer la richesse à partir de cette production. Cette richesse se crée comment? C'est quand on parvient à transformer. Là, nous avons 4 choses que nous gagnons. Le temps de conservation, il devient plus grand. Okay. Une boîte de conserve, tu sais combien de temps ça va prendre. Donc, le temps de conservation devient plus grand. On réduit les pertes après récolte, comme ce que nous avons dit, les 70% par exemple pour les fruits et légumes. On perd 70%. Oui. Donc, c'est ceux qui est complètement fatigué, mal emballé, qui arrivent sur le marché. C'est de ça qu'on parle de qualité. D'accord. Si on me dit que les produits ne sont pas de qualité, c'est que c'est maltraité avant d'être là. Donc, c'est épuisé de sa substance fondamentale. Donc, les normes de production, les normes sanitaires, les normes phytosanitaires ne sont pas respectées et on ne jauge pas le goût du consommateur. Le producteur ne connaît pas encore, c'est-à-dire il n'y a pas le retour de l'information sur son produit. Donc là, ça se fait au niveau de la transformation. Cette transformation nous permet d'allonger le temps de conservation. Elle nous permet d'être dans les normes, dans la certification. Elle nous permet aussi de mettre le produit là où le consommateur le veut. Là où il en a besoin. Et là, si on le fait, vous avez vu ce que ça peut donner, ça valorise le produit. Oui. Et c'est ce que nous ne faisons pas.
Et pourquoi nous ne faisons pas? Parce que nous ne produisons pas assez. Et pourquoi nous ne produisons pas assez? C'est parce que nous ne sommes pas dans la productivité. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est l'accès au marché. Si je prends le piment, le petit piment, il coûte très cher à l'extérieur. Il peut nous avancer. C'est une filière qu'il faille développer. Les gens en produisent ici, à Forcaria. Les gens en produisent au Fouta. Les gens en produisent à Chose. À Gekedou et autres. Mais nous savons produire, mais nous ne savons pas vendre. Et pour vendre, il faut trouver la qualité. Il faut débarrasser tous ces produits-là qui sont séchés. Par exemple, quand tu viens à Benna, il y a 2-3 mois, le véhicule marche sur ces piments-là. Donc, il faut débarrasser de toutes ces impuretés-là. N'est-ce pas? Il faut les débarrasser, il faut les conditionner, il faut bien les présenter. Quand tu viens au Sénégal, c'est les produits guinéens. Nous avons les meilleurs produits guinéens. Mais quand les Béninois arrivent, c'est dire que ça noie notre production. Parce que nous, la qualité, elle n'est pas là. Et la présentation, elle n'est pas bonne. Donc, c'est pourquoi je dis que la transformation, elle inclut tous ces éléments-là. Ça nous empêche d'accéder au marché national et international. Nous ne sommes pas compétitifs. Troisième élément, c'est la gouvernance. Les trois éléments constituent les handicaps fondamentaux de notre agriculture. Quand on regarde un peu... on va poser sa question. Alors, en parlant d'intrants agricoles, à présent, de qualité, de bonne ou de mauvaise qualité, et de matériel végétal performant, comme on le dit parfois, sain, vous en avez cité tout à l'heure. Aujourd'hui, quelle politique réelle d'utilisation d'intrants de qualité chez nous? La politique des intrants, moi, je ne mets pas les intrants au devant de ce que nous devons faire. Je dis, je persiste et je signe. Il faut valoriser ce qui existe. Nous devons mettre en place des mécanismes, des stratégies allant dans le sens à valoriser nos terres. Nous n'avons que 12% de terres aménagées. À quoi ça va nous conduire? Donc le premier élément d'abord, c'est valoriser la terre. Donc la productivité de la terre. Que la terre soit capable de produire en toute saison. Et pouvoir sécuriser sa fertilité. N'est-ce pas? Le deuxième élément qu'il faille faire, c'est de faire de sorte que quand vous prenez le plan de développement agricole du pays, c'est fantastique. Mais vous n'allez prendre aucun élément là-bas qui est en train d'être mis en œuvre. C'est-à-dire que nos politiques, la politique agricole n'est pas mise en œuvre en réalité. Ce n'est pas la politique agricole qui est choisie, le modèle économique qui est choisi, ce n'est pas ce qui est en train de se mettre en place. Ok, donc c'est une... L'approche qui est développée n'intègre pas la question de sécurité alimentaire, c'est-à-dire la disponibilité, l'accessibilité. Aujourd'hui, vous avez vu le coût que nous prenons, parce que nous ne produisons pas. Si nous produisions, on n'allait pas prendre le coût des surenchères. Donc c'est un pilotage à vue. C'est un pilotage à vue. Il faut oser le dire. Des mécanismes aléatoires, quoi. Et voilà. Donc, la stabilité. Regardez que nous n'avons pas la capacité de stockage. À l'aéroport de Conakry, ici, il y a un dispositif. Au port de Conakry, il y a un dispositif, mais qui ne fonctionne pas. Et depuis combien de temps? Ouais, le hangar de l'aéroport avait pris feu et à un moment donné, on a vu ça fait beaucoup de dégâts. Alors que nous devons avoir un dispositif de stockage. Si nous cherchons un dispositif de stockage par rapport aux produits importés pour nous mettre à l'abri des éventualités, on cherche des infrastructures de stockage par rapport au carburant pour nous mettre à l'abri des éventualités, pourquoi pas stocker ce que nous produisons? Monsieur Camara, pourquoi pas stocker ce que nous produisons? Pour revenir à la gouvernance. Et pourquoi nous n'allons pas revenir sur certains aspects, les mets que nous avons l'habitude de faire, c'est-à-dire transformer au moins artisanalement. N'est-ce pas? Quand on a transformé le maïs en poudre, combien de dérivés on peut avoir là-dedans? Plusieurs. C'est plusieurs. Atchété, Kassada, Kouti, et que sais-je encore. Ça crée de l'emploi, non?
Et quand il y a l'emploi, il y a le revenu. Quand il y a le revenu, il y a la consommation. C'est-à-dire, on change. C'est une chaîne. Alors, monsieur Camara, Alphonse, permettez qu'on parte avec cet autre invité. Massa Kone, bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Vous êtes leader paysan du côté du Mali, porte-parole de la convergence globale des luttes pour la terre et l'eau en Afrique de l'Ouest. Alors justement, si on restait dans la sous-région avec vous, c'est quoi la politique dans l'ensemble quand on parle de sécurité alimentaire ou bien d'autosuffisance alimentaire? Oui, bon, et d'abord je remercie beaucoup de l'écoute depuis le début. Oui, vous savez pourquoi, je dirais, quand on parle de sécurité alimentaire et qu'on veut l'autosuffisance alimentaire, et que nous, dans le monde des mouvements paysans, communautaires, on parle de souveraineté alimentaire, c'est parce qu'il y a eu un constat, qui est très très amer du départ de la politique de l'agriculture. Vous savez, le premier problème, ce n'est pas d'abord les communautés en eux. C'est que quand on fonde un État, une république, une région, il y a des leaders qui ont l'air politiques. Et c'est ce politique qui va nous amener à la souveraineté alimentaire avec l'autosuffisance alimentaire qui a manqué. Qui a vraiment manqué. Vous savez, quand on regarde la sous-région, il y a eu des rencontres. Il a fallu la pression d'autres personnes pour que les chefs d'État se retrouvent à Maputo pour dire oui, nous allons investir à 10% dans l'agriculture. Regardez un dirigeant et pensez que le développement d'un pays dépend de l'autosuffisance alimentaire. Donc d'avoir une base d'alimentation très claire pour permettre aux citoyens de rêver maintenant à faire autre chose. Ça veut dire que le soubassement de la vie communautaire d'un État, c'est d'abord l'alimentation. Et cette alimentation, donc il faut une politique d'abord qui doit l'assurer. La politique n'est qu'un moyen pour permettre à un domaine précis d'être productif. Et cette politique, ce qui a manqué chez nous, on a copié. D'abord, la politique est venue de ces experts de l'ancien maître, où chez eux, c'est les villes. Ils produisent pour nourrir les villes. Et nous, nous sommes dans des zones agro-silvopastorales. Dans les zones agro-silvopastorales, la majorité des communautés sont des ruraux. Or, notre politique, c'est de fonder des villes pour créer la consommation. Et nous, nos chefs d'État, nos politiques d'OTAN devraient comprendre d'abord cela et dire que non, ce que nous voyons de l'ancien maître et de nos études universitaires est basé sur des villes, pour nourrir la ville. Et que chez nous, c'est le rural. Et nous avons naturellement une proportion agro-silvopastorale que ces trois matières, ces trois domaines sont de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche qui nous rend autosuffisants. Maintenant, comment diligenter une politique d'attraction pour que ces ruraux qui produisent ne peuvent pas avoir envie de l'exode rural pour aller s'installer en ville. Là, la politique n'a pas été bonne. L'exode rural continue. Tant que l'exode rural continue et que c'est les villes qui grandissent, le village va de moins en moins, on ne peut pas parler de main-d'œuvre pour faire une agriculture. Toutes les politiques qu'on va faire des tracteurs, faire des usines, faire ça. Non. La base d'abord, c'est de maintenir, qu'il y ait une politique d'accompagnement des communautés qui réduit au maximum l'attraction de l'exode rural. Et pour le faire, les politiques doivent réfléchir à ça. Et maintenant sur le terrain, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant au sein des communautés pour que j'ai écouté dans le débat, il y a même des journalistes qui posent des questions qui disent ah oui, on a des amis qui sont investis, ils ont échoué, ils ont investi, ils ont échoué. Donc tu vois, ça donne le dégoût de la profession. Or derrière tout ça, il y a des enjeux. L'enjeu est très très important parce que vous savez, aujourd'hui nous sommes dans un monde de concurrence. Nous nous lançons dans une concurrence qui nous engage dans un politique dont on n'a pas les moyens. Mais où trouver les moyens? On sait les moyens auprès de ceux maintenant qui envoient cette concurrence et qui vivent des produits. Donc l'exportation des produits et qui vivent de l'exportation des produits veulent avoir un marché mondial. Ce marché mondial n'est autre maintenant que les pays souvent colonisés par eux ou souvent et qui sont en Afrique ou en Asie, maintenant n'est pas faire une politique qui va donner l'attraction aux communautés de ces pays de produire à la base. Est-ce que cette réalité est prise en compte, par exemple, au niveau de la CEDEAO pour pouvoir corriger ce qui nous a mis dans cette situation?
cette situation est parlée à la CEDEAO. Ils ont une commission agriculture à l'UIA. Il y a une semaine, j'étais dans une réunion avec... Malheureusement, la liaison se dégrade carrément. Nous savons que vous êtes en route et c'est pas évident. Oui. Nous allons voir si ça peut donner. Oui, allez-y. Oui, non, je dis que cette dimension, est prise en compte à la CEDEAO. Il y a une commission agriculture et développement durable. Mais la commission agriculture et développement durable, vous savez, l'intention, cette intention politique est de nos dirigeants. Mais vu qu'ils vont à la pêche du moyen de leur politique, c'est là où maintenant cette intention, cette vision est déviée par l'autre partie qui y met ses conditions pour accompagner le secteur. Or, l'agriculture ne doit pas être aujourd'hui par la politique que nous avons. Nous avons l'Afrique de l'Ouest a une chance, nous avons le Sahel, nous avons les zones tropicales, mais nous avons les zones côtières. Donc, vous savez, on a les trois domaines propices à l'agriculture, tels que les zones côtières et les zones tropicales. Mais les zones côtières et les zones tropicales, le problème qui est, ils ont donné la force à la Côte d'Ivoire et au Ghana, au sein de la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Nigeria, au sein de la commission agriculture et développement durable, ils ont mis toutes leurs barèmes et leurs forces sur les pays qui produisent des matières commerciales, pas des matières vivrières. Tu vois, tout ça, c'est pour décourager l'agriculture qui nous permet d'être autosuffisants. Ce n'est pas l'agriculture sur le domaine de commerce du café, du cacao et tout ce qu'on peut parler d'autosuffisance alimentaire. Non, c'est l'agriculture vivrière d'avoir des bases. Une agriculture de qualité, une agriculture de base consistante qui nous permet de rêver pour aller vers d'autres agricultures. Mais quand tu pars dans les commissions de la CEDEAO, le barème est mis sur la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Nigeria parce que c'est des pays, c'est des gros exportateurs de l'agriculture commerciale. Donc, tu vois, c'est là où maintenant on sait que cette agriculture commerciale serve les usines de ces grands multinationales. Donc, ils soutiennent beaucoup ce domaine que l'autre domaine, l'agriculture vivrière, qui est laissée entre les mains de nos politiques nationaux. Et dans nos politiques nationales, eux aussi, il y a une ségrégation. Tu vois, quand on regarde le revenu de nos citoyens de la sous-région et la masse d'agriculteurs qui part jusqu'à 60% de l'agriculture, et je ne suis pas d'accord qu'on dit l'agriculture professionnelle, l'agriculture familiale. La politique devrait être que l'agriculture familiale, là, qui doit être accompagnée à la professionnalisation de l'agriculture familiale. Puisqu'il y a beaucoup de familles qui l'ont fait. Quand on parle de manque d'emploi, c'est parce que les gens abandonnent l'agriculture et partent vers l'attraction de la ville pour des études ou pour autre chose et dire qu'ils n'ont pas d'emploi. Mais si la politique était de proportionnaliser maintenant les familles en entreprise agricole et que maintenant là, le jeune qui est là, il va s'investir, il sait qu'il a un revenu. Mais il est laissé pour compte, il faut qu'il se dise agriculture professionnelle, prendre tous les documents, tous les papiers d'agriculture professionnelle, peut-être pour bénéficier des subventions et autres. Voici et là où le bas blesse. Merci. Cette analyse n'est pas faite par eux. Merci, monsieur Massakone. On est malheureusement pris par le temps. On aura l'occasion de revenir sur cette question sur d'autres angles. Merci d'avoir accepté d'intervenir. Merci pour ce temps. Alors, notre invité dans ce studio, monsieur Camara. Oui, voilà. Alors, monsieur Camara, moi, à vous écouter depuis le début, vous parliez, j'ai comme l'impression, si je vous ai bien compris, que la solution pour aller vers cette sécurité alimentaire, il faut deux choses. La première, il faut un renouvellement générationnel. Et la seconde, il faut la professionnalisation du métier agricole. Est-ce que c'est véritablement ça? Exactement. Quand je dis renouvellement générationnel, vous voyez que... on va peut-être aller un peu plus vite. Il ne reste plus beaucoup de temps. Le grand-père a légué ses terres à nos pères, non? Oui. Mais nos pères ne nous lèguent pas les terres parce que nous ne sommes pas là. Pourquoi? Parce que l'agriculture chez nous, comme l'a dit l'autre, il n'y a aucune attraction. Hein? Et l'homme vit pour quelque chose. Alors s'il ne trouve pas là, il va devoir partir. Alors, ça, c'est un grand défi que nous avons. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire ce renouvellement générationnel? Créer des nouveaux agriculteurs, des agriculteurs type professionnels, à côté de l'agriculture familiale. Notre plan de développement agricole
le stipule, mais on ne parvient pas à le mettre en œuvre. Il y a aussi un ministère qui est chargé de l'agriculture. On ne sait pas ce qu'ils font vraiment parce qu'on trouve que c'est un ministère qui est vraiment caché. C'est quoi leur place dans tout ça? Et l'autre question, c'est qu'aussi, parlant de politique, on pourrait peut-être utiliser des systèmes comme la nourriture qu'on mange, que désormais les Guinéens mangent au petit déjeuner, que ce ne soit pas des nourritures qui sont surtout importées, parce que même en politique, on a eu des notes circulaires ici où on nous disait d'acheter ce qui est importé, je cite pas. C'est aussi ça le problème. On ne veut pas manger ça parce qu'on pense que c'est villageois. Et est-ce que c'est pas ça aussi ce problème? Premièrement, le ministère de l'Agriculture, et deuxièmement, cette approche qu'on pourrait peut-être utiliser dans les écoles, les cantines et autres. La professionnalisation. Au niveau du départ, au niveau du ministère de l'Agriculture, il y a une question de ressources humaines qui se pose aujourd'hui. Il ne faut pas réfléchir en termes, quand le président dit initiative présidentielle, cette initiative présidentielle doit être incorporée et voir son adaptation par rapport au plan de développement national. Mais ce n'est pas ce qu'on fait, on laisse carrément tout ce qu'il y a à faire, on dit... donc le ministère de l'Agriculture ne vit pas. La question que moi j'ai envie de vous poser, on ne parvient pas à former des professionnels. Et il faut avoir des professionnels au niveau de l'agriculture. Des gens qui le pratiquent en tant que métier. Et derrière ça, il faut avoir un mécanisme de financement adapté. Pour cela, il faut que l'agriculture soit sexy, comme on le dit dans notre jargon. J'ai envie de savoir, aujourd'hui la nourriture de base c'est le riz bien évidemment. Est-ce que la pomme de terre peut être par exemple une nourriture de base en Guinée? Et si possible, quelle stratégie? Peut-être ajouter à cela justement cette question de diversification de ce qu'on mange en Guinée. On mange mal. Parfait. Tout ça demande de l'orientation. Tout ça, il faut que le politique donne la voie. Mettre le mécanisme et suit. Et qu'il suive. N'est-ce pas? La diversification, il y a eu une grande réunion quand Mme Sultan était là. Une grande réunion au niveau soutenue par la FAO qui parlait de cette diversification. Qu'est-ce qu'on a fait de ces recommandations? Où en sommes-nous par rapport à cette diversification? C'est ça un des problèmes que nous avons. Les questions de suivi, d'évaluation et de gestion de la connaissance. D'accord. Ça pose des problèmes. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé d'agriculture. Moi, je voulais vous entendre un peu en quelques mots sur le secteur de l'élevage, le secteur de la pêche. C'est quand même aussi... Parce que quand on parle de sécurité alimentaire, ce sont des sous-sections. Voilà. Bon, le secteur de l'élevage, je vous ai dit tantôt que l'élevage, que ce soit l'agriculture, l'élevage, tout se fait sur la terre, non? N'est-ce pas? Oui. Je reviendrai toujours à ce niveau. C'est un potentiel formidable que les autres n'ont pas. La semaine dernière, il est tombé sur la Guinée ici plus de 1 mètre d'eau en 3 jours, qui constitue l'essentiel de ce qui tombe au Sénégal, au Burkina, au Niger par an. Il nous faut avoir des aménagements pastoraux. Il nous faut quitter cette agriculture traditionnelle, cet élevage traditionnel pour aller vers l'élevage mécanisé, moderne. La modernité ne veut pas dire l'occidentalisation. La modernité veut dire professionnaliser. La pêche. Le président a mis à la disposition des gens des barques, n'est-ce pas? Des barques de filets. Mais à qui on a donné? Au groupement. C'est pas évident. Cette affaire-là, c'est pas évident. Ce ne sont pas les professionnels. Le pêcheur, il est à mer. Le pêcheur, il y a le pêcheur, il y a le propriétaire de la barque, il y a à présent, les Chinois sont beaucoup propriétaires de bateaux de pêche. Voilà, c'est pourquoi, si nous étions professionnels, si nous savions élaborer un compte d'exploitation, si nous savions produire en fonction du marché, parce que la production se passe d'abord dans la tête. Que vais-je produire? Comment produire? Où le produire? Quelle est la meilleure manière de le produire? Qui consomme mon produit? Il faut répondre à ces questions. Si tu veux faire M. Kabara, pour gagner en temps, il y a l'ancien président chinois qui disait que si on veut la stabilité dans un pays, il faut atteindre la sécurité alimentaire. Si on veut créer de la richesse, il faut aller vers l'industrialisation. Et si on veut la prospérité, il faut les échanges, le commerce, etc. Ma question pour vous, c'est de savoir aujourd'hui,
est-ce que l'agriculture en Guinée ne peut pas fondamentalement résoudre le problème du chômage? Ceux qui font le droit, ceux qui font l'économie, ceux qui font toutes ces différentes filières-là, est-ce qu'ils ne peuvent pas être dans la chaîne de valeur qui puisse permettre de créer l'emploi en un mot? La chaîne de valeur, c'est ça, à ça que nous devons tendre. Mais pour que la chaîne de valeur soit, il faut avoir la possibilité de travailler de façon permanente. Je reviendrai toujours sur la gestion de l'eau. Si nous ne sommes pas capables, le président a voulu qu'on fasse une usine à Moyenne-Guinée pour transformer la pomme de terre. Mais la production nationale, l'usine qui a la plus faible capacité peut broyer ça en 3 mois. Quel sera le reste de la chose? Donc il faut pouvoir multiplier la capacité de production. Il faut des tonnes et des tonnes. Il faut multiplier la capacité de production. C'est ce qu'on appelle, la productivité. Il faut arriver dans cette productivité. Et quand nous sommes parvenus à ça, à multiplier la capacité de production annuelle, on peut imaginer de mettre en place des industries. C'est super intéressant, mais malheureusement, avec la radio, c'est l'heure. Merci à vous, M. Camara, d'avoir répondu à nos questions. Merci également à M. Saliou Camara, à M. Massa Koné. Merci à tous d'avoir été des nôtres. Merci à l'équipe technique de la radio et de la télé. Passez une excellente journée. Quant à nous, on se retrouve demain pour encore parler de ce qui va ou ne va pas dans notre pays. Portez-vous bien. Radio Espace, Espace Expression. Votre actualité vue avec des spécialistes maison. Tamba Zakari Milimouno. C'est Espace Expression sur Radio Espace.